Bah, à un moment donné, quelques cellules, un groupe de cellules. Mais c'est pas un groupe de cellules, c'est un rameau entier. C'était un organe de la Voilà. plante au départ. Après, Bah, ça... non, je veux dire, si je me coupe le bras, je pense pas que mon bras tout seul, il sera sentient, non. Non, mais bon, en tout cas, j'essaie quand même de dire deux ou trois autres petits trucs. Non, mais c'est un sujet sur lequel on peut discuter pendant des heures et des heures. Hein. C'est pas un sujet simple. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que l'idée à la base, c'est quand même l'idée antispéciste. C'est pas l'espèce qui est une question importante, et donc la souffrance du lapin compte, et donc la question de la prédation, c'est un problème. Alors je veux simplement rajouter un truc, parce que bon, j'ai parlé d'empêcher les loups de bouffer les lapins. Bon, c'est une idée, je ne dis pas il faut faire ça demain matin. Simplement, c'est que je pense que notre vision de cette question est très surdéterminée par beaucoup de choses qui sont très négatives et d'ordre idéologique. Par exemple, nos idées d'équilibre naturel. La nature est équilibrée tant que les humains n'y mettent pas leurs sales pattes, etc. etc. Il y a un livre que je recommande chaudement qui est de Daniel Botkin, Discordant Harmonies. Donc, qui est très peu connu, mais je pense que c'est vraiment... c'est pas spécialement un antispéciste ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est... c'est un biologiste qui un jour s'est rendu compte, mais c'est quoi cette idée d'équilibre naturel? Et puis il a trouvé que la réalité, c'est que la nature, elle est totalement chaotique. Que c'est pas vrai que, par exemple, en Amérique du Nord, qu'avant l'arrivée des humains, il y avait un équilibre, que les forêts étaient là depuis des milliards d'années, des millions d'années. En réalité, c'était un va-et-vient continu entre c'était des feux de forêt qui détruisaient tout. C'était des aires de désolation. C'était des fois la forêt reprenait le dessus. Des fois, enfin bon, c'était tout et n'importe quoi. Il n'y avait aucun équilibre particulier dedans. Au niveau du climat, par exemple, il y avait aussi, il a étudié un peu les glaciations, c'est que du chaos, c'est-à-dire il n'y a pas des rythmes qui reviennent, etc., etc. Et au total, beaucoup de choses qu'on dit sur l'équilibre des écosystèmes, c'est une invention pure et simple. D'autre part, un autre point, c'est par rapport à la prédation. Chaque fois qu'on dit la prédation, on dit, bon ben, par exemple, je suggère qu'on fasse qu'il n'y ait plus de loups. Pas forcément qu'on fasse disparaître l'espèce loup, mais bon, dans un territoire limité, on peut se dire, ce territoire-là, pourquoi réintroduire le loup qui va tuer tous les lapins, qui va faire beaucoup de mal? Il faut prendre en compte la douleur des lapins là, quand on réintroduit un animal sur un territoire. Bon, tout de suite, la réponse c'est « Ah, mais s'il n'y a plus de prédateurs, les proies vont se multiplier à l'infini, vont envahir leur environnement, vont tout bouffer et vont toutes mourir de faim, d'épidémie, etc. etc. C'est un lieu commun, mais qui n'est justifié par rien. Je veux dire, qu'est-ce qui justifierait qu'une espèce a besoin d'un prédateur pour être régulée? Par exemple, les loups, est-ce qu'ils ont un prédateur pour être régulés? Ben, non. Je veux dire, les lions en Afrique, leur population est à peu près stable, enfin plus ou moins en tout cas, mais ils n'ont pas de prédateur. Si on considère que c'est une loi générale qu'une espèce a besoin d'un prédateur pour être régulée, je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas aux prédateurs eux-mêmes. Mais bon, on a cette idée. La réalité, c'est que chaque cas de prédation est un cas particulier. Il y a certainement des cas où, en l'absence de prédateurs, l'espèce proie va poser un problème de surpopulation, et puis il y a d'autres cas, non. Et puis il y a d'autres cas où des mesures simples pourraient stabiliser la population. Donc il n'y a pas de règle absolue. On a un certain nombre d'idées de biologie qui sont des idées qui en fait ressortent directement du mythe naturaliste de la nature qui est bonne tant que l'être humain n'y a pas mis la main. Qu'en fait la nature elle est pas spécialement bonne, il y a une quantité de souffrance énorme dans la nature et
y toucher. Puis même des gens comme Peter Singer, quand je lui ai posé la question est-ce qu'il faudrait intervenir dans la nature, il a dit ben, non, il ne faudrait pas intervenir dans la nature parce qu'on sait très bien que quand les êtres humains interviennent dans la nature, ça fait plus de mal que de bien. Bon, je pense qu'il a complètement tort. C'est clair qu'on peut faire des conneries. C'est clair qu'on peut faire des conneries, mais les interventions dans la nature qu'il y a eu jusqu'à maintenant, j'en connais aucune qui ait eu pour but de faire du bien aux animaux sauvages. C'est normal que les interventions humaines dans la nature jusqu'à maintenant, elles n'aient fait que du mal aux animaux sauvages, ou en tout cas elles l'aient fait très souvent. Elles n'avaient pas le but de leur faire du bien. Si on fait des interventions ayant le but de leur faire du bien, et que ces interventions sont réfléchies avec précaution, je ne vois pas pourquoi elles ne leur feraient pas du bien. Bon, dernier truc, c'est pourquoi parler de cette question de la prédation en général, alors que les humains, dans leur très grande majorité, sont eux-mêmes des prédateurs et mangent des animaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par essayer de convaincre les humains d'arrêter de manger les animaux et parler de la prédation entre animaux ensuite? Je pense que c'est vrai. C'est vrai que la première priorité, c'est d'amener les gens à arrêter de bouffer les animaux, mais pas parce que la prédation en soi ne serait pas importante, mais parce que tant que les humains, dans leur grande majorité, considéreront que manger les animaux ne pose aucun problème, c'est clair qu'ils ne vont pas se poser le problème de la souffrance de la gazelle mangée par le lion. Mais je pense que, enfin pour moi, ce qui m'amène à dire ça et à penser que c'est important d'en parler, c'est aussi une question de cohérence. C'est parce que si on veut dire, enfin, quand on dit qu'on est contre la prédation, quand on dit qu'on est contre le fait que les humains mangent de la viande, c'est très très souvent que les gens qui veulent continuer à manger de la viande, qui sont contre cette position, prennent l'objection de la prédation et disent « Ah mais vous voulez interdire aux humains de manger de la viande, mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous laissez au lion le droit de manger la gazelle ?» Et que dans le mouvement animaliste, les réponses pratiquement toujours, ça a été « Ah non, 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 il ne faut pas toucher à la nature, mais les humains, eux, peuvent décider. » Qui est une réponse d'une certaine manière qui a sa cohérence dans le sens que, je veux dire, faut commencer par arrêter soi-même de faire du mal avant de vouloir changer le monde entier, mais en même temps, qui est totalement incohérente dans le sens qu'elle fait une espèce de distinction consistant à dire que la prédation animale est sacrée entre les animaux, que la souffrance du lapin n'a aucune importance quand il est bouffé par le loup, alors qu'elle a une importance quand le lapin est bouffé par un humain. C'est-à-dire que grosso modo, ça place la perspective d'arrêter de manger les animaux dans une perspective incohérente au niveau logique et qui ne peut être cohérente que si on donne une grande priorité aux lois de la nature et à un retour en arrière, disons, à une espèce d'Éden mythique où les humains n'existeraient pas, où les humains s'abstiendraient de toute intervention dans la nature. Alors que je pense qu'au contraire, la décision de ne plus manger les animaux et d'essayer d'aller vers l'abolition de l'élevage et de l'abattage des animaux, disons, si on ne veut pas dire de la consommation de la viande, puisque je ne suis pas contre la consommation de la viande in vitro, mais si on veut aller vers la fin de ce mal que les humains font aux autres animaux, ça veut dire remettre en cause un système qui existe depuis que les animaux existent, depuis peut-être 1 milliard d'années. Ça veut dire une innovation et qu'il faut l'assumer. Il faut assumer, je pense, le caractère totalement neuf du projet de la part des membres d'une espèce qui commence à être une espèce, enfin qui commence à avoir un peu un pouvoir global sur la biosphère et qui a une certaine capacité à la bienveillance, une capacité limitée, et que je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il faut placer le débat et pas dans la perspective de la viande c'est pas naturel ou des choses comme ça. Et que c'est pour ça aussi que je pense qu'il est important d'admettre que, ben oui,
arrêter de bouffer des animaux pour les humains, c'est effectivement remettre en cause le principe même de la prédation, le principe même selon lequel le bien des uns ne peut se faire que par le mal des autres, le principe par lequel la souffrance d'autrui n'a pas d'importance, ou la souffrance d'autrui quand il ne fait pas partie de notre espèce, ou de notre groupe, ou de notre tribu, voilà, n'a aucune importance. Donc c'est dans une perspective, je dirais, progressiste qu'il faut placer la lutte pour les animaux, et donc ne pas hésiter à dire que, ben oui, la prédation entre animaux, ça pose aussi un problème éthique. Voilà, bon, j'arrête là, je ne sais pas combien de temps. Question après. Oui, il y a sûrement encore des questions, je ne sais pas. J'avais deux ou trois questions et deux ou trois remarques, mais enfin, donc je vais essayer d'être court. Oui, juste 2 secondes. Oui, merci. Oui. Oui. Deux ou trois questions et deux ou trois remarques. Une des choses qui fait quand même la spécificité de l'espèce humaine par rapport aux autres êtres vivants, en tout cas, c'est que l'être humain est le seul animal qui sait que, actuellement en tout cas, la mort est inéluctable. Ça, c'est quand même très spécifique. Donc, on sait que si on échappe à la prédation, etc., de toute façon, on va mourir de vieillesse. Ce dont les animaux n'ont pas conscience. Il y a des controverses par rapport à la conscience de la mort. Hein. Il semble bien qu'un certain nombre d'animaux sont conscients de la mort, mais en tout cas, il n'y en a aucun qui est conscient que la mort de vieillissement, si on échappe aux autres, bon, est inéluctable. Deuxième chose, par rapport à toute la discussion, je pense qu'il y a quand même une différence entre, en tout cas, entre beaucoup d'espèces animales et d'autres, c'est la souffrance est en tout cas indispensable à la perception de la souffrance, l'existence d'un système nerveux. Et donc il y a un certain nombre de... Malgré tout ce que vous dites, je crois aussi qu'il y a une différence entre l'être humain et les autres espèces animales, tout simplement par le... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Par la quantité de conscience, ou enfin... il y a une différence de niveau. Et alors, moi je suis... je me définis comme techno-progressiste pour toute une série de raisons, et une des choses pour lesquelles je milite, c'est pour permettre une vie beaucoup plus longue en bonne santé. Et alors, par rapport à vos opinions très, comment est-ce qu'on pourrait dire, enfin, très originales, mais très dans le long terme, même si on supprime toutes les formes de prédation, de toute façon, actuellement, tous les êtres vivants, et en tout cas tous les animaux, finiraient par mourir de vieillissement. Et ça n'est pas tellement plus agréable, c'est même plutôt plus désagréable que de mourir de prédation. Donc finalement, ça ne serait pas vraiment un bénéfice pour les animaux de supprimer la prédation ou même de supprimer l'abattage, puisque ça ne les empêcherait pas de mourir. Donc ma question, alors, puisque vous êtes dans des perspectives vraiment à très très long terme, est-ce que vous êtes pour que des modifications génétiques empêchent les animaux développés aussi de mourir de vieillesse?